Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Désolé pour l'heure de publication de la vidéo ce matin, pour être honnête, je me suis couché tard, mais en attendant, je fais ce que je veux, c'est un peu les plaisirs de ce métier. Cela dit, pardon, revenons-en au trading, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à hier. Bon, après, c'est vrai que si j'avais pu dire ça ce matin à 8 heures, ça aurait été un peu mieux, mais bon, on fait ce qu'on peut. Ou ce qu'on veut parfois. Et donc voilà. Bref, donc les indices, on a beaucoup à parler, les cryptos également. Ben voilà, ça swing dans un peu tous les sens. Le forex, bref, il y a un gros tour d'horizon ce matin et on va prendre le temps qu'il faut, mais clairement, ça m'étonnerait que ce soit bouclé en un quart d'heure. Donc voilà, on en a déjà dégrossi une grosse partie hier avec ce qui était dans les live rooms, mais évidemment, tout le monde ne peut pas y venir, donc pour tes soucis d'équité, je vais redire une bonne partie de ce qui a été dit hier. Commençons par les indices. Alors sans refaire le cours que j'ai fait hier, parce que voilà, bon, c'était un cours préparatif pour les expérimenter, et puis de toute façon, je le ferai en forme de TL après. Sur les corrélations, je vais juste en rester donc à la grande surface des choses. Ici, on voit toujours que cette structure de décorrélation, elle est en cours sur ce cycle qui est très tendanciel, donc point bas du début novembre. Et ça bourre, ça bourre, ça bourre depuis. Alors effectivement, on voit qu'au lieu de réduire le spread, ce qui aurait pu être le cas ici avec le rattrapage du DAX, j'ai malheureusement toujours le leader ici qui lui tire. Autrement dit, j'ai toujours du mal à comprendre comment tout ceci peut s'orchestrer. Alors évidemment, c'est vrai que les small caps en ce moment, c'est un peu les dernières à monter côté Wall Street. Et ça fait monter légèrement effectivement les indices large spectre, on a un petit rattrapage des technos, mais j'ai plutôt l'impression que ce cycle de corrélation est vraiment sur sa phase de fin et qu'on est vraiment là en train d'essayer de chercher le sommet. Alors sérieusement, je pensais hier que ça se mettrait en place avec la Fed, sauf que évidemment la Fed, au lieu de surprendre le marché, continue son lâcher de colombe. Bref, le dollar se retourne toujours pas de phase de range, donc on va parler clairement tout à l'heure des dangers qu'il peut y avoir sur ces deux-là, puisqu'évidemment maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant que les spéculateurs ont récupéré les profits, ce qui était mon cas, etc., et maintenant on est livré à ce qui devrait être normalement un range, sauf que qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, ça continue de pousser pour l'instant. Et malgré le timing de la Fed, donc peut-être, attention, hein, il reste encore jusqu'à la fin de la semaine, aujourd'hui et demain, mais pour l'instant, on n'a pas de réaction sur le dollar et ça semble continuer de poursuivre sa glissade. Et je vous rappelle qu'il y a un trou béant sur l'USD-Yen dont on va parler après. Donc je regarde toujours très activement l'euro-yen qui malheureusement ne me donne toujours absolument aucune direction. Et je pense toujours que c'est lui, pour le Forex, qui nous oriente sur ce qui va se passer sur les indices américains. Est-ce qu'on va pencher vers le risque pour la fin d'année dans une chute brutale pour revenir clôturer la bougie annuelle sur quelque chose d'un petit peu plus neutre, ou alors on va tout simplement écrabouiller littéralement le secteur de la volatilité dans une fin d'année rocambolesque où malgré le fait qu'il se passe des choses dans la vie réelle, on essaiera tout simplement de ne pas en tenir compte dans les marchés. Dieu sait que c'est arrivé pas mal de fois et que c'est encore possible. Il suffit de maintenir ces gars-là, et puis comme on le dit, de continuer à essayer de tenir les supports le plus longtemps possible. Maintenant, 2021, ici, ça me semble encore une fois difficile de tenir ce rythme. J'ai toujours le sentiment personnel qu'en termes de catalyseur, ça sera compliqué de tirer jusqu'au 31. Alors, comment on va faire et avec quelle virulence on pourrait avoir affaire à des replis, c'est là pour moi toute la grande question. Je pense toujours qu'on ne peut pas viser des replis extrêmement forts ni des pullbacks de 10%, mais encore une fois des replis de 5-6% assez épidermiques, assez violents, un peu comme on avait connu l'année dernière pendant la même période en fait. Je pense que tous ces trucs-là sont à peu près possible. Maintenant, tout est question de timing et tout est question de volatilité. Mais je vois clairement que le rattrapage ici qu'on a sur la phase européenne réduit ce spread et cette réduction de spread, généralement, ça annonce rien de bon pour ceux qui sont en haut. Donc, on va faire attention, mais tant que je n'ai pas de retournement sur le Forex, je pense encore une fois que l'effet devise fait qu'on reste en lévitation à Wall Street et que on fait quand même ce rattrapage indiciel en Europe. Alors, on va regarder comme toujours ici notre référent global, même s'il faut bien le comprendre, tant qu'on reste en phase d'écartement des spreads, ici, les arbitragistes continuent de travailler à pousser ces spreads. Maintenant, à mon avis, on arrive clairement au bout et c'est ce qu'on a montré hier quand on regardait le spread Russell S&P 500. Je vais vous le faire rapidos. Alors, pardon, on ne va pas le faire avec ce graphique. Tac. Hop, voilà. Donc si je fais un simple ratio de chart, Russell divisé par S&P 500, en gros, valeur relative des deux, on se rend bien compte qu'ici, on arrive sur des très gros niveaux. Autrement dit, le Russell commence à coûter un peu cher.
même pas mal cher dans un contexte de risque toujours assez marqué. Donc j'ai clairement l'impression que là, notre Russell, il atteint un peu le bout du bout de son histoire parce qu'il arrive sur une zone technique de ce chart de corrélation. Pas de corrélation, c'est ce dont on parlait hier. Hein, attention, hein, quand vous regardez une division, c'est pas voilà, on fait une aberration entre guillemets statistique en appelant ça un spread chart, mais c'est pas vraiment ce qu'on regarde. Hein, voilà. Bon bref. Donc ici, j'ai l'impression que notre pote le Russell, après ce repli en deux vagues, va probablement ici non pas installer une tendance haussière, puisqu'on est vraiment sur un range ici assez mature, enfin assez visible entre les ratios de ces deux-là. J'ai plutôt l'impression qu'il y a une poursuite assez baissière à venir derrière. Donc soit un rattrapage très fort du S&P 500. Me semble quand même assez peu probable, mais on ne va pas l'écarter. Et soit tout simplement, le Russell se prend une patate. Hein. Et je pense que c'est plutôt ça le plus probable. En tout cas, pas forcément aller beaucoup plus bas. Hein. Puis encore une fois, là, on est sur des horizons très larges. Mais voilà, disons à plus court terme, je pense au moins déjà marquer un sommet ici et puis rester en range entre cette résistance et ce support. Voilà, c'est mon sentiment. Donc, évidemment, c'est ça pèserait sur l'effet de corrélation, c'est-à-dire ici, le spread entre les différents indices se réduirait, ce qui marquerait, à mon sens, la fin de ce cycle-là. Maintenant, comme on vient d'un cycle tendanciel, normalement, il y a peu de probabilité qu'on fasse un V-top. Ok, ça, il faut que ce soit clair avec vous. Par contre, on risque d'avoir effectivement une phase de repli, de range, et si on sort de cette phase de range par le bas, là, on aura un repli. Donc, je ne m'attends pas à passer de haussier à baissier, je m'attends à passer de haussier à neutre, avec un type de range et des replis vers des différents supports. Simplement, je m'attends à ce que les replis vers ces différents supports soient effectivement particulièrement violents sur le Russell s'ils se produisent. Pourquoi? Parce que si on regarde le Russell tout seul, là, vous allez voir, c'est un petit peu plus piquant la structure. Alors, le Russell, c'est sommet historique en ligne droite depuis plusieurs semaines. On est en hebdomadaire. Hein. Donc là, c'est fusée. Littéralement la fusée du Russell. Je doute encore une fois qu'on arrive à atteindre les targets de break. Pour moi, ici, on est vraiment sur une fin de tendance sur le Russell, pas le début de quelque chose, mais la fin. Donc, le Russell, j'ai bien l'impression que lui, il va nous marquer un repli brutal au sommet historique. Et la grande question derrière, ça va être est-ce qu'il va être capable de le tenir ou non. Et j'ai sérieusement pas mal de doutes sur ce capacité à tenir ces sommets historiques, mais on en reparlera plus tard. Encore une fois, je veux d'abord juger de la nature du range qui me permettra d'orienter l'aspect spéculatif. Toujours pareil, moi je trade le sentiment par rapport à ce que je vois sur les ranges. Un marché qui bourre à la hausse alors que, encore une fois, les valorisations des entreprises ne suivent pas vraiment cette courbe dans la réalité. Je suis toujours assez inquiet sur l'aspect spéculatif de ces marchés. Mais on ne va pas non plus lutter contre ce truc-là. Il y a de l'argent. J'ai l'impression qu'on price surtout pour l'instant l'effondrement littéral du dollar, mais pas nécessairement les hausses de valorisation des entreprises. Donc voilà. On verra un petit peu tout ça. Ça me semble toujours danser sur un fil bien mince, mais voilà. Sur le S&P 500, donc le gourou de la bourse, pour moi, toujours pareil, c'est lui qu'il faut regarder. On retourne au sommet. Donc j'ai de plus en plus le sentiment que de toute façon, c'était plus une question de patience. Et rappelez-vous, dès le début, on avait mis en valeur la zone des 3740, 50, comme la zone pour moi à viser en objectif des breakouts. Hein, rappelez-vous, l'objectif de ces breakouts-là, c'était la zone des 3750. J'ai l'impression qu'on veut y aller. La grande question étant donc, est-ce que derrière, ça vaudra le coup de racheter la troisième borne? Puisque, rappelez-vous, là, on a bien affaire à une pattern théorique de suivi de tendance qui me semble toujours très acceptable dans ce cas de figure-là et qui nous permettrait donc, après atteinte des 3750, d'avoir un repli généralement assez brutal vers les 3500, normalement repli à acheter, hein, en suivi de tendance. Donc, moi, je serais plutôt favorable à cette option-là, éventuellement, puisque ça colle un peu avec ce que je pense, c'est-à-dire un repli assez brutal en fin d'année pour venir faire des clôtures un petit peu moins joviales que celles qu'on a maintenant, et puis probablement dès le début d'année, hormis quelques petits excès qu'on peut avoir, et on va en parler éventuellement dû au Forex, je pense qu'on devrait normalement assez rapidement, non pas installer des clôtures dans la zone inférieure aux 3500, mais plutôt, à mon avis, se reprendre en début d'année, éventuellement. Voilà, donc pour moi le schéma est toujours le même. Je pense qu'on a fait ici donc une grosse vague 1 étendue, à savoir, donc on passe bien de baissier à haussier en franchissant la résistance immédiatement avec un V-bottom traduisant le manque de liquidité, hein, clairement, voilà, la crise. Et puis donc arrivent les phases où, à mon avis, maintenant, il ne reste plus que les miettes à récupérer, hein, c'est-à-dire j'attends la fin de cette vague. Normalement, elle doit derrière revenir chercher l'overlap des vagues précédentes, donc toujours pointer vers cette même zone, et puis normalement une dernière vague où on formera un vrai biseautage. Donc je pense toujours pour ma part que les bénéfices à espérer aux États-Unis sont toujours extrêmement limités. La structure me semble clairement en phase d'épuisement, mais on est toujours dans le cas de figure où pour l'instant, je ne pense pas qu'un cataclysme baissier puisse se déclencher à Wall Street dans l'immédiat,
là. Mais par contre, des replis vers les supports pour terminer l'année avec une note un petit peu moins joviale, ça par contre, je pense que c'est tout à fait envisageable. Je vous le rappelle, je ne vois pas le marché américain clôturer l'année comme ça. Clairement, pour moi, la bougie annuelle, elle est absolument pas... Enfin, il y a très peu de probabilité que ça clôture comme ça. Maintenant, bon voilà, on ne peut pas écarter cette possibilité non plus, mais je pense toujours que d'un point de vue statistique, ça me semblerait quand même sorti du chapeau un peu dangereusement. Donc tout ça nécessite de la volatilité, on soit bien d'accord. Et pour moi, la structure sur la volatilité m'inquiète évidemment, puisque donc là, on est en train de retaquer le sommet historique du S&P 500, et pas du tout le cas sur la partie volatilité, qui me semble toujours rejeter le support des 20-21. Donc j'ai clairement l'impression que les opérateurs sont en train de pricer ce risque dont je vous parle, et je suis curieux de voir justement où, comment et à quel moment ça va déclencher, mais je pense sérieusement que ça risque d'arriver dans pas longtemps. On va travailler les structures à plus court terme puisque je vais vous donner mon scénario et ce que je vais traiter dans les prochains jours. J'ai toujours mes couvertures à Wall Street et j'envisage de passer éventuellement un tout petit peu net vendeur post tout ça. Je vous explique juste après. Voilà. Alors, on fait un petit passage quand même sur le sentiment parce que c'est important. Hop, j'actualise. Et bien alors, qu'est-ce qui se passe? Oh non, merde. Bon, il va falloir que j'aille voir ça. Mon Fear and Greed, ou un canard dans le marché, en tout cas ici. Je ne sais pas pourquoi celui-là ne veut pas. Bon, bref, donc ici, vous avez très clairement un repli du sentiment des professionnels. Les particuliers, c'est toujours dans cette phase de reine. Donc de toute façon, ils feront l'inverse de ce qui se passe. C'est-à-dire que si d'un coup ça chute, ils vont se mettre à acheter, hein, le grand classique. Donc pour l'instant, pas de grandes nouveautés. Plus de catalyseurs cette semaine. Bon, enfin la BOJ, mais pas très important. Enfin, si, mais pas, voilà. Et pour l'instant, donc pas, à mon sens, on a passé le plus gros de la semaine, clairement, c'était hier, et je n'ai toujours pas le sentiment qu'il y ait énormément de choses. Alors demain, on notera quand même le core retail sales, ah mais non, mais c'est Canada, donc on s'en fout. Aujourd'hui, ouais, ça, et encore. Donc non, je pense qu'on a passé le gros catalyseur hier, ça semble pas pour l'instant catalyser de la volatilité, mais attention, ça peut très bien se mettre en place après. On va parler des cryptos, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc toujours pour moi le même problème, ça monte bien en Europe et je suis toujours haussier sur le DAX pour ma part, mais j'ai énormément de mal avec évidemment les mouvements à Wall Street. Mais on note toujours que l'exposition reste là. Maintenant elle est modérée et comme je vous ai dit, il suffit clairement qu'on mette une grosse baisse de 2% sur les indices américains et d'un coup tous ceux qui étaient vendeurs vont soit récupérer les profits immédiatement comme d'habitude, j'ai peur de perdre mes profits, je sors de là, bref on coupe ses gains et on laisse filer les pertes, c'est clairement le schéma que je m'attends à voir dans les prochaines semaines. Maintenant, il faut clairement voir la volatilité arriver, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Nous avons eu hier la clôture des contrats de volatilité, et comme vous l'avez vu, pas au plus bas. Donc là, je reste très inquiet sur la capacité de ce marché à maintenir les niveaux actuels de volatilité sur un contrat qui va expirer donc début janvier, et dont je pense que certains opérateurs vont opter pour une couverture sur les indices. Puisque comme je vous l'ai dit, je pense que la stratégie utilisera de la couverture, puisque je ne m'attends pas à un cataclysme, mais simplement, comme on l'a dit, un repli potentiel à plus court terme sur des UT, voilà, typiquement 4 heures, où normalement, boum, repli vers la zone des 3005. Ça fait pas une énorme chute, ça fait donc une baisse, comme on l'a dit, de l'ordre de 5, 5,5, 6%. Ça risque de marquer le sentiment et effectivement de faire sauter un peu le prix des couvertures, d'où l'intérêt normalement de se positionner en amont. Et ce que j'ai l'impression que sont en train de faire les opérateurs, puisqu'on voit bien la divergence sur le VIX. Alors, termes de structure, pour travailler ça avec les expérimentés, donc comme on vient faire un nouveau sommet égale nouvelle stratégie en reverse pour les expérimentés, on a fait une petite sortie de cette structure de volat et comme on l'a vu, pouf, ça s'est littéralement écrasé tout de suite sur le premier support, même pas 23% de retracement. Je pense qu'on est toujours dans cette structure-là, c'est-à-dire j'ai toujours du mal à cadrer ce truc-là. Je voyais la structure bisotante également ici, donc voilà. Enfin bref, moi ce qui m'intéresse, c'est les sorties de biseau. Donc on était bien sorti par le bas, apparemment c'était pas le bon biseau, alors peut-être que ce sera celui-là. Mais voilà, dans ce cas-là, on reste toujours sur des structures convergentes. Donc, à mon sens, toujours pareil, nous, on traite toutes les ventes en résistance à l'intérieur des contextes. Je vous rappelle que les structures bisotantes se traitent à l'intérieur des contextes et non pas au-dessus. C'est les cas particuliers où on fait des reverses, non pas au-dessus, mais en dessous. Et rappelez-vous, dans les vagues 1 étendues, ce qu'on fait, et ce qui est bien le cas ici, on a bien un V-bottom, franchissement de résistance, et puis on ramasse les miettes. Donc, on est bien ici, structure bisotante, etc. Tout ce qu'il faut pour une vague 1 étendue. Dans ces vagues 1 étendues, vous savez qu'on doit altérer
accélérer notre gestion du risque. On ne traite pas les reverse au-dessus des contextes, on traite les reverse au contact des trendlines de BISO, et on traite évidemment normalement des cassures de cycle. Je vous laisse apprécier la cassure de cycle qu'on a ici ce matin. Elle n'est pas encore détectée parce qu'il lui manque la bougie de breakout, mais je pense clairement que donc après une accélération au contact de cette trendline ce matin, c'est là qu'on va devoir travailler. Attention, on est en 4 heures, donc entre aujourd'hui et demain. Mais il me semble clairement qu'on va avoir notre reverse sur les indices américains dans pas trop longtemps. Voilà, à mon sens, ce exit qu'on a eu ici, qui était vraiment beau, on peut le déborder un peu, hein, mais je doute clairement que ça puisse nous porter bien loin. Normalement, toujours pareil, hein, la sortie du BISO va se faire de manière assez brutale, ce qui veut dire que je pense que c'est ce qu'on va se faire pour la fin de l'année, la sortie de ce BISO, et puis une fois qu'on est là, normalement, on revient à la base de la structure du BISO, on y retrouvera la moyenne, probablement les contextes, bref, clairement pour moi par là, je pense qu'on aura du mal à aller beaucoup plus bas, en tout cas, il y aura de forts supports sur ces zones-là. Donc voilà, pour moi, c'est le dernier move que je souhaite exploiter cette année, uniquement avec les expérimentés, comme d'habitude, puisqu'il faut accepter donc de se tromper, bien moduler son levier, ne surtout pas se surexposer et bien connaître ses stratégies en reverse. Donc, s'il vous plaît, encore une fois, restez à l'écart si vous manquez d'expérience. Interdiction formelle, même pour les expérimentés, de vendre si vous n'avez pas des achats derrière. Encore une fois, c'est vraiment important. Et voilà un petit peu tout ça. Pour la partie indice, le Forex. Ce matin, ça va être long, hein, je sais, mais j'ai pas, voilà, pas d'autre choix. Il faut vraiment faire un tour d'horizon global. L'euro-dollar, ça ne s'arrête malheureusement toujours pas. Alors malheureusement non, hein, parce qu'encore une fois, moi ça me va très bien. Mais voilà, donc je cherche à savoir à quel moment on va freiner cette machine de guerre. Même si encore une fois, pour ma part, si elle devait continuer dans sa lancée, vous savez le classique du une fois qu'on a lancé un truc, on ne sait plus l'arrêter, le délire un peu donc de guerre monétaire de Wall Street, un peu la contrepartie de ça, mais violemment. Attention à ce qu'on n'aille pas chercher un débordement des 1,26. Ça me semblerait pas théoriquement un bon choix. Moi, je pense qu'on ferait mieux à ce stade-là de reformer un range, puis de réattaquer. Mais voilà, encore une fois, je connais la bêtise de ces marchés, surtout celle de la Fed, qui est vraiment en train d'entrer en guerre monétaire avec la Banque Centrale Européenne et les autres banques centrales mondiales. Donc voilà, on fait un peu attention à ce truc-là qui pourrait dérailler. Pour l'instant, c'est pas clôturé, mais attention, on aurait une structure d'ETP, ce qui m'inviterait plutôt justement donc à penser à une phase de repli avant une reprise, hein, tout simplement. Je ne m'attends pas à des reverse ici, mais à constitution de structures de consolidation de type range, c'est-à-dire revenir visiter 23-38% de retracement. Et comme vous le voyez, ça ne nous mène pas bien loin, hein. C'est-à-dire juste un 23%, ça garderait des sommets, des creux ascendants avant de repartir. Faire 38%, ça nous ramènerait tout bêtement sur l'ancien support, qui encore une fois ne nous empêche pas derrière d'aller franchir les 1,26. Voilà, donc ça c'est toujours mon sentiment. Euro-dollar pour moi DTP, 50% de mes profits ont été encaissés. À ce stade-là, je doute qu'on puisse traverser cette target, mais attention, je ne vais pas m'opposer non plus, hein. Donc attention aux expositions vendeuses sur l'euro-dollar. Clairement. Sur l'USD-Yen, voilà, donc pour moi la fin de semaine sera cruciale. Si on clôture avec une mèche basse, c'est clairement que derrière on va avoir un rebond. Attention encore une fois au rebond potentiel du dollar, c'est-à-dire qu'ici, même si l'USD-Yen devait rebondir, je ne suis pas sûr que ça plaira aux indices américains. Hein, c'est-à-dire un rebond dollar, ça pourrait effectivement jouer contre l'effet devise, c'est-à-dire on pourrait avoir un euro-dollar qui se remet à baisser assez significativement en direction de ses supports, et un USD-Yen qui se replie vers ses résistances, sans que pour un temps ça change leur dynamique à moyen terme, vous voyez, mais vraiment de dire les deux rentrent en phase de range, vraiment liés au dollar plus qu'à l'euro et au yen, et l'euro-yen du coup ne bougerait pas, avant effectivement je pense le moment où l'euro-yen bougerait, où là on verrait donc l'USD-Yen s'écraser à moyen terme dans son trou béant de liquidité sous les pieds, là où à mon sens l'euro-dollar n'a pas autant de potentiel à l'achat. Donc voilà, ça veut dire toujours pareil que pour moi, pour un sentiment risque, c'est-à-dire dire qu'on a marqué un sommet à Wall Street pendant un bon moment, pour retrouver des pullbacks de l'ordre de 15-20% par rapport au sommet historique, celui que j'attends toujours pour renchérir un petit peu sur le portefeuille moyen terme, il me semble toujours que ce pullback est trop loin dans le temps par rapport à aujourd'hui, puisque les timings s'étirent toujours et qu'on a du mal sur l'euro-yen, encore une fois, à trouver, je pense, cette phase de volatilité que je cherche toujours, mais que, encore une fois, ça demande de la patience. Et je pense qu'en hebdo, ce sera donc plutôt pour l'année prochaine. Donc, pour l'instant, restez tranquille. Je pense qu'il y aura encore une grosse chute à Wall Street de 15 à 20% pour se faire un peu peur l'année prochaine, une espèce de rechute du Covid. Mais pour l'instant, ça semble clairement s'éloigner au-delà de l'année 2020. Maintenant, je vois toujours quand même un repli de 5%, 5-6% à se mettre en place pour terminer l'année un peu plus sur de l'équilibre, plus que sur une euphorie complètement dingose de clôturer l'année en haut. Tout ça, évidemment, donc on l'a vu, c'est lié au contrat de volatilité.
Le fait que je ne m'attende pas à une baisse significative, c'est le fait que l'euro-yen ne nous montre toujours aucun signe de vie qui soit marquant à ce niveau-là. Et voilà, il nous reste le dernier candidat, la partie gold, où là, toujours pareil, j'ai énormément de mal à me positionner à l'achat là-dessus. J'attendais des replis un petit peu plus profonds pour pouvoir m'y mettre. Je suis toujours pas convaincu. Maintenant, on a une validation sur le niveau de rebond. Donc voilà, il y a des stop-loss qui sont là. Clairement, il y en a un bon paquet. Je ne serais pas surpris qu'on aille les emmerder un dernier petit coup. Je vous explique très clairement pourquoi. Parce que normalement, je suis toujours des structures en 4 vagues. Parce que je rappelle, normalement, c'est toujours... statistiquement parlant, ça a plus de chances de se produire par des nombres en 4 vagues. Par des... donc là, ça fait un creux, 2 creux, 3 creux. D'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6... je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous l'expliquer, ce n'est pas encore une fois une règle à 100% de chance, mais c'est une règle que j'ai toujours suivie et je préfère le faire. J'ai jamais acheté des décomptes de creux impairs. C'est-à-dire que j'aime bien acheter 2 creux, ce qui fait donc la 4e borne du range. J'aime pas trop acheter la 6e en général, j'attends des fois souvent, il y a une 8e qui se fait de manière un peu pernicieuse. Voilà, j'ai toujours ce support-là qui n'a pas été visité. Et je me pose la question de est-ce qu'on va pas aller se faire une petite moyenne début d'année prochaine sur le gold. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je reste ouvert à cette stratégie-là. Bon, en tout cas, je vais aller à l'essentiel. J'ai raté le dip, clairement raté, et pourtant je voulais acheter dans cette zone-là, mais j'ai juste pas eu le temps, pas eu le timing. Et puis là, j'attendais un petit peu plus pour rentrer. Donc je suis out, et quand je suis out, je cours pas trop après. Donc pour l'instant, ça tente à valider sans moi. Soit il y aura un dip de plus pour venir me chercher et faire un peu chier tous ceux qui se sont positionnés, soit tout simplement, je suis out, hein, et j'essaierai de manger les graines qui restent par terre après. Voilà, un petit peu mon sentiment, et donc on va terminer après là-dessus, et après on va sur les cryptos. Toujours pour moi, Apple, je la surveille, elle tente la cassure de sa 3e borne, et je ne suis absolument pas convaincu par la viabilité à moyen terme de ce breakout, donc évidemment, tout repli pour moi à ce stade-là, ce sera doublement des positions vendeuses, et là je passe carrément en mode ultra bear si jamais on pète les 108, mais pour l'instant on en est encore loin, donc je surveille, c'est plutôt la question de savoir si je dois invalider mes scénarios ou pas. Pour l'instant, la question reste en suspens. Sur la partie Amazon, même chose, je pense qu'on tente la sortie haussière ici, mais à mon avis ça sent le piège, et quand je vous dis je pense qu'on va avoir une baisse de 5 à 6% sur les indices, je pense que ça va être dû à la baisse de ces grosses valeurs-là que je surveille. C'est pour ça que je vous en parle ce matin. J'ai pas l'impression que c'est l'ensemble de la cote américaine qui va baisser, mais juste ces gros gars-là qui tentent l'accélération, s'ils se vautrent, ils vont se prendre un gros coup dans la gueule. Et j'ai bien l'impression que c'est ce qui les attend. Donc on va faire attention pour l'instant. Je vois une tentative de départ sur ces grosses valeurs. Attention à tous les replis. Si elles reviennent chercher ces supports, c'est la mort assurée sur celles-là, et encore une fois, elles ne vont pas perdre 2%. Elles peuvent perdre, dans un rallye de Noël inversé, facile 15-20%, et ça pèse lourd dans les indices. Voilà. Donc c'est toujours mon sentiment, je pense que ces grosses valeurs peuvent éventuellement donner de très gros signaux baissiers à moyen terme, dans un effet court terme là. Donc c'est elles précisément que je surveille là dans les jours et dans les heures qui suivent, parce que c'est vraiment là, à mon avis, qu'on peut avoir des surprises assez piquantes qui peuvent peser lourd dans les indices et faire sauter la volatilité sans que pour autant, encore une fois, le marché soit réellement baissier. À mon avis, les supports tiendront, mais même un effet catalysé ici, venir boum, brutalement rechercher la moyenne, je vous donne encore une fois les niveaux, ça fait 26% de baisse sur Amazon pour arriver au premier petit support et support de moyenne. Apple, bon là on est tellement stratosphérique que je n'en parle même pas, mais voilà, là c'est 35% sur Apple de minimum syndical sur ce genre de structure. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que si ces grosses valeurs-là devaient effectivement se prendre une mandale en fin d'année, ou en tout cas initier un chemin vers une mandale dès en début d'année prochaine, admettons que voilà, on clôture au 31 décembre avec simplement moins 20 par rapport au niveau actuel, déjà ça, ça fera chuter le S&P 500 assez significativement. Voilà, allez maintenant les cryptos pour finir. Donc là, il y a pas mal de choses à dire, mais on va switcher sur le setup crypto. Ok, donc le crypto total qui continue de progresser, mais attention, on voit bien que la participation ici n'est absolument pas la même pour tout le monde. On a effectivement les laggers qui traînent la papate, donc on fait quand même relativement attention. Il y a un suivi global, mais c'est clairement pas la même chose pour tout le monde. Litecoin bourre bien, Ripple on est toujours sur un repli haussier, mais on est toujours à l'intérieur du range. Ethereum ça suit, et Bitcoin le grand leader de ce mouvement. On voit bien que d'un point de vue global, l'ordre ne change pas, c'est juste l'ensemble de la cote qui est tiré, mais par contre on voit bien
bien toujours pareil qu'il y a deux mondes. Hein, pour moi, à mon sens, ça m'invite toujours à penser que pour l'instant, attention, hein, peut-être que la sélection naturelle est en train de s'opérer, ou certaines valeurs simplement n'attirent plus les capitaux. On voit bien celles qui le font par contre, hein, et qui profitent de chaque mouvement haussier. Voilà. Donc toujours pareil, pour moi... je ne suis pas surpris, encore une fois, pour le Ripple, hein, qui a pris beaucoup d'avance et qui s'est comporté de manière assez spéciale dans ce rallye. Donc voilà, pour moi, toujours pareil, pas de gros sentiments haussiers sur le Ripple pour l'instant, étant donné qu'il a quand même été très excessif. Il a grappillé beaucoup d'avantages sur ses collègues. Et je vous rappelle qu'on est ici en échelle logarithmique. Hein, donc voilà, disons que l'écart par rapport à l'Ethereum et au Bitcoin, c'est clairement resserré sur Ripple. C'est normal qu'il traîne un petit peu la papate maintenant. Voilà. Ce qui me plaît toujours autant, c'est cette structure-là, dans le sens où, donc, comme je vous dis, j'ai l'impression qu'il nous reste quand même une structure de compression à venir ici, c'est-à-dire que nos leaders, sur un cycle complet, hop, voilà, ici, me laisse à penser, toujours pareil, que ces spreads sont plutôt en phase de réduction. C'est la raison pour laquelle j'ai un petit peu de mal à me mettre long sur Stellar et sur Ripple, mais plutôt l'impression que l'ensemble de ce spread ici, comme on le montrait tout à l'heure sur les indices européens et américains, j'ai plutôt l'impression qu'on tend à réduire cet écart. D'accord, et qu'on est toujours dans cette phase de conso. Autrement dit, oui, Bitcoin nous envoie un one-shot, mais il est un peu tout seul ce matin à le faire. Alors, il est quand même suivi de près par Ethereum, hein, ça, il n'y a rien à dire. Et l'Ethereum, encore une fois, hein, voilà, pour moi, les résistances sont loin, hein, bien plus loin que 660. Donc, on va parler de tout ça, mais j'ai l'impression que, clairement, une sélection naturelle commence à s'opérer, puisque normalement, dans une structure globalement, les laggers seraient supposés trouver des attraits spéculatifs. Ce que je vois bien, c'est que ça traîne à mort. Ça traîne à mort à mort. Maintenant, je pense qu'on peut mettre des trades spéculatifs là-dessus, mais il faut être conscient, hein, que pour moi, ça reste quand même un potentiel limité, relativement même presque inquiétant à un moment donné, puisque là, sur un cycle global de décorrélation, ce qu'on voit, hein, c'est que ces gars-là, ils ont pris 30%, là où leurs collègues sont à x2. Hein. Donc, on fait quand même attention sur ce cycle. J'ai l'impression qu'on commence sérieusement ici à avoir une échappée qui se détache. Les winners, hein, en gros, tous ces trucs-là, de dire, voilà, ça, c'est les bons, ça, c'est les mauvais. Et il va falloir ne pas rester dans ces trucs-là. Attention, je vous rappelle que les cryptos, il n'y a pas tout le monde qui va survivre. Hein. Pour moi, il y aura une sélection naturelle où à la fin, il en restera 5-6 qui se grappillent 90% des parts de marché à elles toutes seules. Voilà. Si on fait une analyse plus théorique sur notre pote le Bitcoin, voilà, pour moi l'objectif est fait. C'est-à-dire que donc par rapport à ce qu'on a fait hier, le franchissement des 20 000, etc., on a fait bien plus que ça. Dans le sens où on est même très excessif, je trouve, ce matin, d'être déjà à 23 000, presque 24 000. Donc on risque même d'arriver déjà sur des premières zones où, franchement, je trouve ça ouf, la vitesse à laquelle on y va. Mais, encore une fois, attention, c'est pas non plus le cataclysme, dans le sens où, si vous tracez les trendlines de soutien, qui sont quand même très verticales, ça c'est le moins qu'on puisse dire, hop, voilà, vous voyez qu'on n'est pas non plus trop boule pour l'instant. Voilà. À entendre des sorties haussières de canaux, j'aimerais bien qu'on ne le fasse pas justement et qu'on repasse, qu'on réinstalle des ranges pour que la tendance soit plus visible, plutôt que ce genre d'excès comme d'hab un peu parabolique et débile. Maintenant, encore une fois, moi je ne m'oppose pas au mouvement haussier du Bitcoin, je trouverais ça complètement fou furieux d'essayer de se mettre en face de ça, mais voilà, je préfère encore une fois qu'on prenne le temps de construire plutôt que d'essayer de bourrer comme des glands. Maintenant, voilà, le mouvement reste quand même relativement beau, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Si on se met en hebdo, on voit bien que là, attention quand même aux structures paraboliques. J'aimerais bien, voilà, qu'on prenne le temps. Pour moi, le breakout s'est réalisé ici. Aujourd'hui, on n'a plus besoin en fait d'envoyer des grosses machines comme si, voilà, c'est plus de dire on peut prendre le temps, tranquille, de se faire une petite tendance. Voilà, pour monter, baisser, voilà. Donc, bref, à mon stade maintenant, on risque d'avoir donc des structures où les niveaux sont retestés, etc., etc. Les anciennes résistances font des supports, on paye les moyennes, bref, voilà, toutes les stratégies de suivi de tendance qu'on peut mettre en place, à mon avis, sur plusieurs time frames, tant qu'on reste dans ce schéma-là. Donc plutôt suivi de tendance que de viser la bulle stupide, voilà, qui, si on s'amuse encore une fois à faire ça, hein, évidemment, là je suis en log, hein, pour vous dire, si on devait vraiment partir dans de la bullasse parabolique, machin, c'est-à-dire là c'est même parabolique sur du log, hein, c'est pour vous faire comprendre le truc. Ah mais non, je suis pas en log là. Okay. Donc à faire attention, hein, voilà. Mais j'aimerais bien qu'on évite ces structures paraboliques qui ne traduiraient encore une fois que des aspects spéculatifs. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que ce matin, la dominance revient chercher des niveaux clés. Et sur ces niveaux clés, je m'attends à une réponse assez ferme du marché, c'est-à-dire, voilà,
ici, je pense qu'on revient tester cette zone. Elle doit être vendue pour ma part, puisqu'on ne doit pas normalement aller chercher un territoire plus supérieur, ou alors éventuellement aller juste tester la moyenne, mais normalement la zone rouge ici doit être vendue, hein, si on reste toujours pareil sur un Bitcoin qui agglomère des capitaux, mais qui les redistribue dans les secteurs de croissance, les altcoins. Encore une fois, pour moi, croissance qui doit arriver dans les 2 à 3 prochaines années. Donc, comme je vous l'avais dit, j'envisage qu'on aille chercher une distribution du capital type alt season, c'est-à-dire une dominance assez faible sous les 45, voire même plus bas, si évidemment on devait avoir un changement de structure globale du marché, c'est-à-dire Bitcoin qui perd son aspect attractif au profit simplement donc de la croissance. Autrement dit, Bitcoin aurait été une simple introduction au marché crypto et puis au final, une fois que les gens ont mis des capitaux, Bitcoin perd un peu son intérêt. C'est une potentialité dont on avait parlé. Donc voilà, je surveille toujours pareil. Je vous avais dit que je m'attendais ici à un range, c'est-à-dire à une structure peu intéressante en termes de pricing de la dominance, mais qu'à moyen terme, je visais clairement cette zone-là. Donc encore une fois, prenez un peu de recul. Depuis la dernière fois où je vous ai fait cette analyse, on était là, aujourd'hui on est 4 semaines plus loin. Donc est-ce qu'on peut encore passer 3 putains de plombes à ranger ici? Clairement oui, et ça me surprendra guère. Donc attention, je pense juste que la dominance, elle est sur des zones où elle semble plutôt, elle semblerait normalement trouver des résistances plus que des supports. Mais encore une fois, ce que je vois, c'est que c'est toujours Bitcoin qui part en premier, mais les collègues suivent. Ça, c'est toujours intéressant. Donc on a le suivi des collègues qui fait que la dominance se maintient quand même sur des zones acceptables, mais on n'est toujours pas, comme je vous dis, dans la distillation du capital, c'est-à-dire une réelle reprise de la direction baissière de la dominance qui, elle, laisserait franchement à penser donc, que les structures de tendance se mettent en place sur les altcoins. Et donc cette fameuse sélection naturelle. Certains vont être en tendance haussière, d'autres coins tout simplement ne bougeront pas ou bougeront très peu, et eux, tout simplement, ils n'attireront plus les capitaux à terme jusqu'à probablement rester avec des capitalisations relativement faibles, alors que l'argent se concentrera lui dans celles qui proposeront la croissance. Voilà. Pour moi, toujours en termes de croissance, je sais, ça fait chier, et je suis limite VRP pour Ethereum à ce niveau-là, mais voilà, moi toujours pareil, pour moi l'altcoin de rêve c'est celui-là, et je pense toujours qu'on va aller chercher le breakout de la zone des 828. Donc je surveille toujours le moment où ça va se mettre en place, le rythme avec lequel ça va se faire. Donc j'étudie surtout pour l'instant le suivi de ces structures de tendance. Si je me mets à un peu plus court terme, enfin court terme, on va rester en daily. Si je trace ici les canaux, hop, alors je vais prendre le canal, hop, voilà, si je trace ce genre de canal, alors, bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais on va faire quand même, on va essayer de faire le mieux possible. Voilà, donc dans ce cas-là, celui-là, ok. Si je le trace à niveau de la résistance, d'accord, donc comme d'hab, je prends les deux supports tracés à l'englobante de tous les prix. Donc, vous voyez que là, voilà, ici, c'est bien là. Ok, à la résistance entre les deux. C'est comme ça que vous devez tracer vos canaux manuellement. Alors normalement, le canal de tendance automatique est supposé faire ce travail. Par contre, rappelez-vous, moi, mon truc, il est fait pour s'adapter aux tendances et aux ranges. Donc moi, j'ai un facteur d'accélération. Et c'est là où vous voyez, mon canal commence à déborder par rapport à celui que vous voyez sur les prix. C'est bien la traduction que moi, je vois qu'on en sort du canal. Et effectivement, il est en train de le pricer, Momentum Framework. Donc là, on commence à rentrer dans la phase d'accélération qui traduit pour moi attention à l'émergence d'une tendance sur l'Ethereum. La sortie haussière de ce canal pourrait causer certaines accélérations, et notamment, à mon sens, et ça ne me semble pas complètement irrationnel, une accélération jusqu'à la zone des 820 pour franchir cette zone-là, atteindre éventuellement le Fibo 61 qui est ma zone 900, à partir de laquelle on rentre dans une zone où ceux qui ont acheté à moyen terme, et moi compris, pourront commencer à encaisser des bénéfices. C'est-à-dire qu'ici, encore une fois, encaisser des bénéfices ne veut pas dire s'écrouler. Ça veut simplement dire qu'il va falloir former des ranges, des troisièmes bornes de range, gérer les risques et éventuellement après, à la suite, s'attaquer à des niveaux plus élevés ou entamer des retracements, etc. etc. OK ? Donc pour ma part, encore une fois, la zone des $600, c'était une zone d'intérêt sur l'Ethereum parce que c'était l'entrée dans la dump zone. Ok, dump zone qui se trouve là. Alors pardon, je vais vous mettre à moyen terme pour que vous voyez le truc. Voilà. Ok, donc pour moi ici c'était dump zone de l'Ethereum. Ça veut dire que je m'attends clairement quand même à ce qu'on passe un bon bout de notre temps là ici. Ethereum 2.0 reste quand même un bon paquet de merdier. Attention, on a lancé la beacon chain, c'est-à-dire on va dire le software. Il va rester derrière un énorme problème à gérer dans les prochains mois.
c'est le début du sharding. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir introduire les différents shards et voir si les validations continuent de se passer correctement avec différents shards, etc. Donc attention à la technologie de sharding, ça reste pour moi toujours pareil, on en avait parlé dans cette introduction, cette vidéo sur l'Ethereum 2.0 et la façon de stacker ses Ethers. Là, à l'heure où je vous parle, j'ai toujours pas mis mon premier validateur et je me pose sérieusement la question d'attendre, puisqu'il y a toujours 10 jours d'attente. Les rendements ont chuté assez brutalement parce qu'il y a beaucoup de monde qui valide. Bref, pour l'instant, je trouve toujours que le ratio rendement-risque à court terme n'est pas suffisamment attractif. J'envisage éventuellement d'attendre l'introduction du sharding et si ça se passe bien sur le sharding, là, je mettrai mes validateurs. Voilà, donc j'attends toujours et je m'attends donc à ce que cette zone-là et cette introduction du sharding valide ou non le franchissement des 900. C'est-à-dire, si le marché, pour moi, va tester les 900 avant même l'introduction du sharding, je pense qu'effectivement, pour ma part, des prises de profit seront à mettre en place, ou des gestions du risque, hein, c'est-à-dire des ventes à découvert, etc., pour couvrir le portefeuille, puisque je pense qu'on risque de passer un bon moment dans la dump zone. À mon sens, le franchissement aussi des 900 ne peut se faire qu'avec une structure de sharding en place et qui fonctionne. Voilà en tout cas mon sentiment personnel. Donc je vise toujours cette zone FIBO 61, qui est le haut de ma dump zone. Je m'attends à ce que derrière on y passe un temps assez large et qui dépendra essentiellement de l'évolution de l'Ethereum 2.0 vers sa phase 1.5, l'introduction du sharding. Ou sa phase 1, pardon, l'introduction du sharding, qui doit normalement se faire au courant de l'année prochaine. Voilà un peu donc mon sentiment moyen terme sur l'Ethereum. Ici, j'aurais pour moi une gestion du risque. Je me posais la question de combien et si j'allais faire une gestion du risque sur la zone des 600. Je vous ai dit que je ne voyais aucun signal ni aucune raison de le faire. Je pense toujours qu'à terme, et je n'ai pas dit demain matin, hein, on est en hebdomadaire, je pense toujours viser un débordement de la résistance des 828 ici pour venir chercher une zone vers les 900. Là où évidemment j'aurai un TP obligatoire pour ma part. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était long, je sais, mais je voulais faire un tour d'horizon complet. En tout cas, j'espère que vous aurez un plan global de ce que je mets en place pour l'instant. C'est toujours mes stratégies, mais j'essaie de vous les partager, non pas pour que vous les copiez, mais que vous compreniez comment ça se passe dans la tête d'un trader, comment on récolte les informations de manière rationnelle, comment on les organise pour orienter sa prise de décision, sachant que, évidemment, il y a toujours le biais personnel de ce qu'on est compatible ou pas compatible de faire. Pour le moment, moi, je ne veux pas acheter les indices américains, je ne cherche qu'à les vendre et à couvrir le portefeuille, mais encore une fois, ça ne peut pas se faire que par l'envie. L'envie, c'est ce qu'on veut faire, c'est le point de départ d'une stratégie, il faut trouver les conditions optimales, et c'est évidemment, donc, comme on l'a dit, dépendant de différents niveaux de difficulté. Ce que j'essaie de vous faire comprendre de manière très claire ici, c'est que sur les indices américains, si vous avez un biais vendeur, vous ne pouvez pas le faire, sauf si vous êtes expérimenté. Ça nécessite un très haut niveau d'expérience et de gestion du risque, et comme je l'ai dit, ça nécessite en plus d'avoir un portefeuille acheteur derrière, ce qui, je le sais, n'est pas le cas de la plupart d'entre vous. Et pourtant, je sais que la plupart d'entre vous ont envie de vendre Wall Street. Je vous invite donc à faire encore une fois très attention, à ne pas être les imbéciles qui vendent un marché qui monte, sans avoir les achats derrière. Voilà. Ceci dit, avec ces bonnes paroles, je vous souhaite une agréable journée, probablement un agréable week-end, puisque je doute qu'il se passe grand-chose d'ici demain, mais plutôt, on va dire, peut-être un petit repli en fin de semaine demain, et puis on attaquera, je pense, des choses un peu plus croustillantes dès la semaine prochaine. Donc, nous, les expérimentés, on surveille sur le 4 heures. Est-ce que ça va entraîner une baisse des cryptos si on a un sommet sur les indices américains? Je pense que c'est probable, mais pour l'instant, il y a encore de la place, les mouvements restent haussiers, donc voilà. Est-ce qu'on peut être haussier crypto et neutre baissier indice? Eh bien, c'est le problème que j'ai personnellement dans le cas de figure où tant que j'ai pas de signaux à Wall Street, je ne vais pas anticiper. Je vais chercher des signaux. Maintenant, sur la partie crypto, je ne vois pas d'inquiétude pour l'instant à l'horizon, mais je surveille également, comme on l'a dit, les différents signaux qu'on peut avoir, surtout parce que Bitcoin me semble loin. Mais je n'ai pas l'impression que les altcoins, eux, puissent souffrir réellement tant que ça. Voilà, allez sur ce, bye bye.